Bonjour tout le monde, bienvenue à ce premier webinaire de l'innovation de l'année 2023. Je m'appelle Charlotte Duval, je suis chargée d'accompagnement des entreprises chez Laval Mayenne Technopole et donc chez LMT, notre mission c'est d'accompagner l'innovation pour tous les acteurs sur le département de la Mayenne et puis bien sûr principalement les entreprises. Et donc, parmi nos missions, on a un travail de sensibilisation, de découverte des outils, des méthodes qui sont à la disposition des entreprises et des autres structures pour leurs projets d'innovation. Et donc, c'est pourquoi on organise tous les deuxièmes mardis du mois une matinée ou un webinaire de l'innovation pour traiter des sujets, des outils, des méthodes en lien avec l'innovation. Sans plus attendre, je vais laisser la parole à Stéphane pour ce webinaire. Bon webinaire tout le monde. Merci Charlotte. Donc j'espère que vous m'entendez bien et que vous me voyez bien. Bienvenue à toutes et à tous pour ce premier webinaire de l'année 2023 de Laval Mayenne Technopole. J'en profite d'ailleurs, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais pour les personnes qui nous rejoignent, qui nous ont rejoint un peu plus tard, je vous souhaite à nouveau une très bonne année 2023, mes meilleurs vœux. Donc comme je le disais, je m'appelle Stéphane Langlais, je suis chargé d'accompagnement des entreprises au sein de Laval Mayenne Technopole. Et donc on va être ensemble jusqu'à midi. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'écosystème de l'innovation, de sa raison d'être et des différentes typologies d'acteurs qui composent cet écosystème. En préambule, nous allons parler de l'écosystème de l'innovation. Cet écosystème qui de prime abord peut paraître comme une grande nébuleuse avec voilà, quand on n'est pas forcément baigné dedans, une répartition des acteurs qui peut paraître assez imprécise, ou encore le fait qu'on ne sache pas forcément à qui s'adresser en fonction de notre besoin. Mon objectif ce matin, c'est de vous apporter de la clarté, de vous apporter un éclairage sur cet écosystème qui est membre à part entière finalement de l'environnement des entreprises auxquelles vous appartenez. Donc pour commencer, je souhaitais vous apporter une définition de ce que c'est un écosystème au sens économique du terme. Donc voici deux définitions que j'ai trouvées. La première qui vient tout simplement du Larousse et qui définit un écosystème comme une organisation structurée d'un secteur d'activité, par exemple, qui rassemble différents acteurs, des entreprises, des fournisseurs, des institutions, etc., qui sont reliés par un maillage fort qui leur permettent d'interagir efficacement. Ensuite, la deuxième définition, c'est celle de France Urbaine et Retis, qui est sortie d'une étude de France Urbaine et de Retis. Alors pour information, Retis, c'est une association qui regroupe l'ensemble des technopoles françaises, et donc qui définissent ensemble l'écosystème de l'innovation, cette fois, comme étant des modes d'organisation, d'interconnexion et de coopération entre les acteurs d'un territoire pour assurer le développement économique par l'innovation à l'échelle d'un bassin universitaire et d'emploi. Donc finalement, dans ces deux définitions, on voit bien qu'un écosystème rassemble une pluralité d'acteurs qui échangent entre eux et qui s'organisent ensemble afin de poursuivre un objectif commun qui est, en l'occurrence, le fait de soutenir le développement par l'innovation. Et donc tout d'abord, je vais vous expliquer la raison d'être de cet écosystème, pourquoi il est nécessaire au développement des entreprises à l'innovation et quand est-ce qu'il est apparu. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, finalement, l'écosystème de l'innovation et donc les acteurs qui la composent font partie à part entière de l'environnement des entreprises. Et donc, comme d'autres éléments, ils contribuent à favoriser l'innovation et donc le développement des entreprises. Alors, je vais vous apporter je vais faire un petit apport théorique déjà, un peu d'histoire, voilà, sur l'environnement et pour mieux introduire le sujet et mieux introduire l'écosystème de l'innovation. Finalement, on estime qu'il y a 5 grands facteurs externes, donc qui font partie de l'environnement des entreprises, qui influencent l'innovation. Il y a d'abord les facteurs géographiques, les facteurs liés au marché, ce qu'on appelle les flux et réseaux de connaissances, les actions des pouvoirs publics, et enfin il y a le milieu naturel et la société. Donc tout d'abord, on va d'abord définir les 4 premiers grands facteurs, et ensuite on va s'intéresser au 5e qui est l'action des pouvoirs publics, et c'est cette action des pouvoirs publics qui est finalement à l'origine de la genèse des écosystèmes de l'innovation.
Donc très brièvement, tout d'abord les facteurs géographiques. Les facteurs géographiques qui correspondent au lieu d'implantation de l'entreprise, au lieu où elle exerce ses activités. Est-ce que toutes ces activités sont exercées sur le même lieu, ou est-ce qu'une partie est délocalisée à l'étranger, ou bien est-ce qu'une partie est sous-traitée? En fait, ces lieux et la proximité de ces lieux avec le marché, avec les fournisseurs et avec le marché du travail, ça va avoir un impact sur la capacité d'innovation d'une entreprise. Donc ça, c'est le premier facteur externe présent dans l'environnement qui joue sur l'innovation dans une entreprise. Le deuxième facteur, c'est les facteurs marché, au sein duquel on retrouve dans un premier temps la concurrence, puisqu'on estime en fait que au sein d'un même marché, plus le niveau de concurrence va être élevé, plus les entreprises vont être incitées à innover. Au sein de ce facteur marché, il y a également les clients, et donc finalement, la variété de ces clients et la variété de leurs besoins va fortement influencer l'innovation. On sait que c'est une source formidable pour innover, de simplement s'intéresser à ses clients, puisque l'objectif premier de l'innovation, c'est de répondre aux besoins de ses clients et de ses utilisateurs, pardon. On l'a vu lors de précédents webinaires et matinées d'innovation, c'est essentiel d'observer et d'écouter ses clients. Un troisième élément dans ce facteur externe qu'est le marché, c'est les normes qui jouent un rôle important pour l'innovation. C'est d'ailleurs ce qu'on a vu lors de la dernière matinée de l'innovation du mois de décembre pour les personnes qui étaient présentes. Et c'est également ce qu'on appelle la coordination. La coordination, c'est savoir s'il existe des alliances, des consortiums d'acteurs, des partenariats entre acteurs. Quand bien même ces collaborations ne portent pas forcément exclusivement sur un projet d'innovation, le fait que l'entreprise soit ouverte sur son environnement, échange avec d'autres acteurs, favorise l'innovation. Toujours sur ce volet marché, encore très brièvement, il y a les fournisseurs. De nombreuses études montrent que les fournisseurs sont une formidable source d'innovation. C'est en général l'un des principaux partenaires avec lequel on va innover pour mener des collaborations, puisque c'est bien souvent les premiers contributeurs, puisqu'ils nous fournissent des biens et des services sur lesquels on a un impact pour co-créer, par exemple. Les salariés d'une entreprise sont aussi une formidable source d'innovation, que ce soit par le biais d'équipes dédiées ou même l'ensemble du personnel dans sa globalité. Par exemple, les commerciaux vont avoir la possibilité de remonter des informations liées aux clients qui vont nous permettre d'innover, ou encore des personnes qui sont à la production vont intégrer des nouveaux usages, qui vont faire évoluer des process et donc qui vont également permettre à l'entreprise d'innover. Toujours dans l'environnement de l'entreprise et sur les marchés, il y a un volet lié à la finance. La finance, c'est lié à la capacité de l'entreprise à fournir des efforts plus ou moins importants d'investissement dans l'innovation. Et donc, c'est aussi déterminer ce qui existe dans son environnement pour soutenir cet effort d'investissement, que ça passe par de l'autodéfinancement ou de l'endettement ou une prise de participation par des acteurs externes. Et d'ailleurs, que ce soit pour toute typologie d'entreprise, des startups ou des entreprises plus traditionnelles. Enfin, sur ce volet marché, on a également les intermédiaires et plateformes électroniques qui sont apparus il y a une dizaine d'années environ, et qui permettent de collecter énormément de données sur les clients et sur leurs habitudes d'achat, et finalement qui permettent aussi de faire évoluer les modèles économiques, les modèles d'affaires des entreprises. Alors juste par rapport à l'information, je ne l'ai pas précisé, mais ce schéma, c'est pas moi qui l'ai créé, ça vient du manuel d'Oslo, qui est, on va dire, le manuel de référence sur ce que c'est l'innovation et sur les facteurs qui influencent l'innovation. Donc, si vous voulez plus de détails sur ces éléments, voilà, je vous invite à regarder la dernière publication qui date de 2018 du manuel d'Oslo. Donc, si on continue sur les éléments de l'environnement externe qui influencent l'innovation, il y a les flux et réseaux de connaissances. Les flux et réseaux de connaissances, finalement, c'est tous les savoirs qui sont à la fois captés et diffusés par l'entreprise. Cette diffusion, elle peut soit avoir lieu dans le cadre d'une coopération entre acteurs, ça peut être aussi lorsqu'on achète une licence pour l'utilisation d'un brevet, par exemple, il y a un flux de connaissances qui se crée entre deux acteurs.
C'est aussi les échanges qu'on peut avoir avec, par exemple, des établissements de recherche. Alors ça, c'est ce que j'ai décrit, c'est quand les flux de connaissances sont, on va dire, acceptés par tout le monde, mais ce qu'on intègre dans les flux et réseaux de connaissances, c'est aussi, par exemple, l'espionnage industriel, même si évidemment je ne le conseille pas, mais ça fait partie des flux et réseaux de connaissances. Un autre élément dans l'environnement qui influence l'innovation, c'est la société. Et quand on parle de société, on parle des individus en tant que citoyens, de consommateurs ou de salariés potentiels. Et en fait, là, dans ce facteur-là, on regroupe finalement, enfin, ce qu'on considère, c'est l'attitude des personnes, par exemple, vis-à-vis de l'intégration de nouvelles technologies, de l'usage de nouvelles technologies, ou encore la propension des individus et des citoyens à entreprendre. Ça va aussi avoir une influence sur l'innovation. Et puis également ce qu'on appelle les milieux naturels au sein de ce facteur, c'est comment l'entreprise, quelle relation l'entreprise a avec son environnement naturel, le fait qu'elle soit par exemple dans un milieu plutôt lié au tourisme ou lié par exemple à l'extraction minière, ça va avoir des impacts différents sur son activité et puis sur ses capacités à innover et au type d'innovation qu'elle va mener. Et puis c'est aussi au sein de ce milieu naturel, c'est déterminer les facteurs qui sont susceptibles d'affecter son activité. Par exemple, des inondations ou de la pollution. Et donc finalement, ce milieu naturel, il est constitué à la fois d'opportunités et de contraintes qui, on le sait, que ce soit les opportunités et contraintes, sont forcément des terreaux favorables à l'innovation. Et donc enfin, ce qui va nous intéresser un peu plus, c'est l'action des pouvoirs publics, qui sont ici présentés sous 4 formes, le système réglementaire et fiscal, les aides publiques, les infrastructures publiques et enfin les politiques macroéconomiques. En fait, on s'aperçoit que ce dernier facteur de l'environnement peut avoir une forte influence sur l'ensemble des autres facteurs. Par exemple, les pouvoirs publics peuvent faire en sorte de réglementer des monopoles, de fournir un système fiscal qui a une influence sur les activités commerciales des entreprises, ou encore qui peuvent fournir des infrastructures ou des services qui peuvent directement soutenir le développement de nouveaux produits ou de nouveaux services. Juste un exemple sur l'action des pouvoirs publics qui est très facilement observable. Si vous vous rendez, par exemple, sur la zone de Laval-Mayenne Technopole, ou même chose dans d'autres départements, si vous allez à Angers Technopole, par exemple, vous allez voir que sur une même zone, vous avez plein d'acteurs différents. Vous allez avoir à la fois la Technopole, vous allez avoir des organismes, des établissements de formation et de recherche, vous allez avoir aussi des entreprises et finalement cette concentration d'acteurs, c'est simplement la traduction concrète d'une action des pouvoirs publics et en l'occurrence de la stratégie de Lisbonne qui visait à faire de l'économie européenne l'une des plus compétitives au niveau mondial et l'une des approches pour faire ça, c'était de pouvoir concentrer les acteurs sur des mêmes lieux pour faciliter les échanges de connaissances. Et donc ça rejoint sur ce que je disais juste avant sur les flux et réseaux de connaissances. Là, en l'occurrence, l'action des pouvoirs publics a un impact direct sur un autre facteur de l'environnement qui est les flux et réseaux de connaissances. Et donc c'est par le biais d'un écosystème que je vais vous présenter juste après. C'est cet écosystème qui a un impact sur ce flux et ce réseau de connaissances. Et donc ça, finalement, ce dernier facteur, l'action des pouvoirs publics, comme je disais tout à l'heure, c'est cette action qui est à la genèse des écosystèmes de l'innovation. On va le voir un peu plus tard, que ce soit des actions à l'échelle européenne, nationale ou de manière plus locale, que ce soit régionale ou même vraiment locale. Donc on voit bien que cet écosystème de l'innovation est membre à part entière de l'environnement et qu'il a un pouvoir d'influence sur les autres facteurs appartenant à ce même environnement. Mais on peut se demander pourquoi il est nécessaire. On pourrait très bien imaginer une économie d'innovation sans intervention des pouvoirs publics et donc sans cet écosystème de l'innovation. Ou en tout cas sous une forme bien différente que celle que je vais vous présenter juste après. En fait, si cette action elle est indispensable, c'est pour lutter contre ce qu'on appelle les défaillances naturelles, les défaillances du marché. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais juste pour vous donner 2 exemples de défaillances pour lesquelles il y a une intervention des actions des pouvoirs publics qui permettent de faire face à ces défaillances.
Eh ben, c'est par exemple la finance. On s'aperçoit que sur des projets d'innovation, naturellement, les acteurs qui sont dans l'environnement des entreprises vont avoir potentiellement une appréhension à accompagner des projets d'innovation simplement parce que le risque est fort, parce qu'il y a des verrous technologiques à lever, parce que l'offre n'a pas forcément encore rencontré son marché. Et donc, finalement, l'action des pouvoirs publics va lutter contre cette défaillance en proposant des solutions en parallèle de ce qui existe sur le marché naturellement dans l'environnement. Un autre exemple, c'est à nouveau les flux et réseaux de connaissances dont je parlais juste avant. En fait, on considère que la création de connaissances, la connaissance en soi, dans les théories, on considère que c'est un bien qui est quasi public, finalement, qui est quelque chose qui est difficilement appropriable. Et donc, l'effet que ça a, le fait que ces connaissances soient difficilement appropriables, c'est que naturellement, les entreprises ont tendance à innover en imitant simplement leurs concurrents au lieu d'investir elles-mêmes dans de la recherche et développement et dans de l'innovation, et donc à créer elles-mêmes de la connaissance. Et à cause de cette caractéristique de la connaissance, comme je disais, qui est considérée comme un bien quasi public, les dépenses privées pour l'innovation tendent à être toujours plus faibles que ce qu'on appelle l'optimum social, c'est-à-dire ce qui correspond à l'intérêt général. Donc là encore, les pouvoirs publics ont une action pour lutter contre cette défaillance, et je vais en parler juste après. Si on sort un peu de ce cadre très théorique de l'environnement et de son influence sur l'innovation, et si je vous donne quelques chiffres clés sur l'innovation en France, donc on considère que la France est la 7e puissance économique mondiale, et pourtant en matière d'innovation, elle est au 11e rang mondial. Donc on voit qu'il y a un décalage. Et donc les pouvoirs publics s'en sont rendus compte il y a déjà de nombreuses années, puisqu'en fait, on le sait, on l'a déjà répété dans de nombreux webinaires ou de nombreuses matières d'innovation, l'innovation, c'est une source de compétitivité pour les entreprises, et c'est même nécessaire à leur survie, donc c'est quelque chose d'indispensable, surtout dans un marché qui est de plus en plus mondialisé, où l'objectif, c'est plus se battre uniquement sur les prix, mais de se différencier, de répondre à des nouveaux besoins, de faire face à des nouveaux enjeux sociétaux, ou encore de créer plus de valeur, d'améliorer ses marges. Donc c'est pour ça qu'en fait, ces dernières années, l'action des pouvoirs publics a fait émerger plein de nouveaux dispositifs de soutien à l'innovation pour soutenir cette compétitivité des entreprises. Et ça a favorisé l'émergence de cet écosystème et les interactions entre les membres de cet écosystème. Donc en 15 ans, on est passé d'une trentaine de dispositifs de soutien à l'innovation à plus de 62 dispositifs. Et si on regarde les aides à l'innovation en termes de chiffres, d'euros, ce que ça donne, c'est qu'en 2008, il y avait, on estime, 3 milliards d'euros d'aides à destination des entreprises françaises pour innover. Aujourd'hui, on est plutôt sur un ordre de 10 milliards d'euros d'aides à destination des entreprises. Alors, c'est des chiffres qui sont très importants, mais pour se rendre compte un peu plus de ce que ça représente, et pour mettre en parallèle avec d'autres budgets, si on prend le budget de la justice en France, il est de 7 milliards d'euros. Donc on s'aperçoit que le soutien à l'innovation pour les entreprises françaises est considéré comme un poste très important, puisqu'il est, il est de 10 milliards d'euros aujourd'hui, de 3 milliards plus important que le poste dédié à la justice. Et donc, si on met en place tous ces efforts, c'est pour poursuivre différents objectifs. Et donc c'est aussi pour ça que l'écosystème existe, et pour poursuivre des différents objectifs qui sont les suivants. À la fois, il y a un objectif d'augmenter les capacités privées en R&D, en recherche-développement, qui sont une formidable source d'innovation pour les entreprises. Également d'accroître les retombées économiques de la recherche publique. Troisième objectif, c'est de promouvoir l'entrepreneuriat innovant, de soutenir le développement des entreprises innovantes. Et un cinquième objectif, alors qui était visible dans les différentes études et rapports jusqu'à la fin des années 2010, et qui aujourd'hui apparaît un peu plus en filigrane dans l'ensemble des objectifs que j'ai déjà cités
plus tôt, c'est le fait de pouvoir développer des projets de coopération entre acteurs et développer des réseaux d'acteurs qui vont pouvoir interagir et travailler ensemble afin de pouvoir innover. Donc cet écosystème, comme je disais au début, ça peut paraître comme une grande nébuleuse quand on n'est pas forcément baigné dedans, et finalement, vous allez voir au cours de cette présentation, il y a quand même une forte cohérence entre ces différents acteurs. Chaque typologie d'acteur a évidemment sa raison d'être et un champ d'intervention qui est bien précis, et il y a une forte interaction entre les différents acteurs que je vais vous présenter. Alors, ce que je présente ici comme l'écosystème d'innovation, c'est pas forcément quelque chose qui est exhaustif, donc n'hésitez pas dans le chat à rajouter d'autres organismes qui existent. Là, j'ai voulu souhaiter focaliser sur une certaine typologie d'acteurs que je vais vous présenter au cours de la prochaine demi-heure. Et donc, finalement, plus on se rapproche du centre de ce schéma, plus on va avoir des acteurs qui ont une coloration forte en termes d'innovation. Mais tout autour de cet écosystème, il y a d'autres acteurs qui n'ont pas forcément cet ADN à l'origine uniquement sur l'innovation, mais qui ont évidemment leur rôle aussi à jouer sur l'innovation. Alors, si on démarre, je souhaitais d'abord vous parler des incubateurs et des accélérateurs, vous présenter ce que c'est un incubateur et un accélérateur, puisqu'on s'aperçoit que c'est des structures qui ont été qui sont fortement développées depuis 10 ans. Alors, j'ai oublié le nombre d'incubateurs qui existent aujourd'hui, mais c'est en France, mais c'est plusieurs centaines. Et donc le rôle des incubateurs aujourd'hui, c'est d'accompagner les créateurs et créatrices d'entreprises innovantes. Donc ils interviennent en amont de la création d'entreprise lorsque c'est simplement une idée, et ils interviennent aussi jusqu'à le début de la commercialisation de l'offre. Et c'est ensuite finalement les accélérateurs qui prennent le relais pour assurer la pérennité et le développement des entreprises durant plusieurs années suite à la création de l'entreprise. Donc, les incubateurs et accélérateurs sont membres à part entière de cet écosystème de l'innovation, et ils ont notamment pour objectif principal, on va dire, de promouvoir l'entrepreneuriat innovant. Et donc, pour ça, l'objectif des incubateurs et des accélérateurs, c'est de mettre à disposition des créateurs et créatrices d'entreprises qui les accompagnent un large panel de services leur permettant de renforcer leurs chances de réussite et de se lancer et de se développer dans les meilleures conditions. Alors, il y a différents types d'incubateurs qui existent. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais je vais quand même vous les citer. Alors, à l'origine, il y avait ce qu'on appelait les incubateurs publics ou incubateurs allègres, qui datent de la fin des années 90, qui là étaient réellement adossés à des laboratoires de recherche, où l'un des objectifs, en fait, c'était de favoriser le transfert de technologies en créant des entreprises qui se basaient sur des travaux de recherche. Non, pardon. C'est pour ça d'ailleurs que dans les objectifs, j'ai indiqué que l'un des objectifs auxquels répondaient les incubateurs, c'était aussi d'accroître les retombées économiques de la recherche publique. Les autres types d'incubateurs qui existent, c'est les incubateurs d'école, où là, ils favorisent aussi l'entrepreneuriat, notamment étudiant. Il y a également les incubateurs d'entreprises, notamment de grandes entreprises en général, qui visent à stimuler l'intrapreneuriat, donc à l'émergence de nouvelles activités au sein d'une entreprise, afin de développer des nouvelles idées, notamment pour améliorer les produits et services de l'entreprise, ou encore pour faire évoluer le modèle d'affaires de l'entreprise. Il y a également ce qu'on appelle les C2EI, donc CEEI, qui sont des incubateurs qui sont labellisés au niveau européen. Il y a les incubateurs privés et il y a les incubateurs de collectivités territoriales. Alors pour information, alors là je vous ai mis une liste d'incubateurs qui existent au niveau de la région. C'est évidemment pas exhaustif, donc là aussi je vous invite à renseigner dans le chat, si vous voyez d'autres, si vous pensez à d'autres incubateurs qui existent au niveau régional. Et donc, pour faire juste un focus sur LMT, on dispose de notre propre incubateur et de notre propre accélérateur. D'ailleurs, on a créé le premier accélérateur de start-up en France, c'était en 2007. Et pour vous expliquer ce qu'on propose au sein de cet incubateur, et ce qui est souvent le cas dans les incubateurs,
au-delà d'une offre d'hébergement qu'on peut proposer, ce qu'on propose avant tout, c'est trois éléments. C'est un coaching, c'est-à-dire un accompagnement individuel sous la forme de rendez-vous réguliers sur différentes dimensions du projet de l'entreprise. Alors, les différentes dimensions qu'on étudie en général, ça va être à la fois les clients, le produit ou le service, en tout cas l'offre que va développer l'entreprise, son équipe et ses finances. Donc ça, c'est pour le premier volet qui est le coaching. La deuxième chose qu'offre un incubateur en général, et notamment ce qu'offre LMT, c'est une connexion avec une communauté, avec le reste de l'écosystème, puisque nous, notre objectif, c'est aussi de pouvoir connecter les entreprises et les porteurs de projets qu'on accompagne avec des financeurs potentiels, avec des clients potentiels, avec des partenaires potentiels. Donc ça, c'est ce deuxième volet, c'est la connexion. Et le troisième volet, c'est la formation. On va apporter à la fois des connaissances, des savoirs et puis des bonnes pratiques auprès des entreprises et des porteurs de projets. Et donc là, je vous ai donné aussi une liste d'accélérateurs, que ce soit des accélérateurs qui sont liés à des technopoles, qui sont aussi liés à des groupes, par exemple Offset, qui est un accélérateur du groupe Ouest France, par exemple. Et puis dans les autres accélérateurs, il y a évidemment comme je disais, l'ensemble des technopoles avec le Innovation, Atlampol, Laval Mayenne Technopole, etc. Pardon. Donc voilà pour les incubateurs et les accélérateurs. Deuxième typologie d'acteurs que je voulais vous présenter ce matin, c'est les pôles de compétitivité qui ont été créés en 2004. Alors aujourd'hui, on en dénombre 54 pôles de compétitivité, et en fait, ils ont un rôle bien précis au sein de l'écosystème de l'innovation. Leur rôle, c'est d'intervenir dans un domaine, une thématique précise, et pour cela, ils vont rassembler sur un même territoire à la fois des laboratoires de recherche, des établissements de formation et des entreprises afin de développer des coopérations entre ces différentes typologies d'acteurs. Mais leur rôle, c'est bien de rester sur une thématique, sur un domaine précis, sur un enjeu précis. Pour vous donner quelques chiffres concernant les pôles de compétitivité, on estime aujourd'hui qu'il rassemble 10 000 entreprises, qu'il y a environ 2000 projets qui ont été accompagnés au sein de ces pôles de compétitivité, qui rassemblent également environ 2000 laboratoires et établissements de formation, et qu'aujourd'hui, au sein de ces pôles, c'est près de 7,5 milliards d'euros qui ont été investis depuis 20 ans. Et donc, outre le fait de favoriser les coopérations sur des phases de recherche et développement, les pôles de compétitivité ont également pour rôle de soutenir les projets jusqu'à leur mise sur le marché, c'est-à-dire jusqu'à la commercialisation des nouveaux produits ou services issus de la recherche. Et donc, au sein de la région Pays de la Loire, on dénombre 10 pôles de compétitivité qui sont associés à notre région. Alors, pour la plupart, ce sont des pôles de compétitivité qui ont été implantés sur le territoire dès leur création. Pour d'autres, ils se sont associés un peu plus récemment à notre région. Alors, je vais vous les citer et puis je vais en une phrase essayer de vous décrire le domaine dans lequel ils interviennent. Alors le premier, c'est le pôle EMC2 qui intervient dans le domaine des technologies de fabrication et notamment pour les secteurs de la défense, de l'aéronautique, du naval et de l'industrie du futur. Le deuxième pôle de compétitivité, c'est VGPolis qui intervient dans le domaine du végétal, Polyméris qui intervient dans le caoutchouc, le plastique et les composites, Images et Réseaux qui intervient sur les usages et les technologies du numérique, Valorial qui intervient dans le secteur de l'agriculture et l'agroalimentaire, S2E2 qui s'intéresse au domaine des réseaux électriques intelligents, des bâtiments intelligents, de la mobilité et de l'électronique, le pôle mer Bretagne-Atlantique qui s'intéresse aux bioressources, aux écotechnologies, à l'énergie, au transport, au naval, au tourisme. Alors Xylofuture, j'ai vu qu'il y avait une personne de Xylofuture qui était présente avec nous aujourd'hui. Xylofuture qui s'intéresse aux bioressources, aux industries du bois et aux matériaux. Atlampol Biothérapie, j'ai vu que Minoku était aussi présente avec nous. Atlampol Biothérapie qui s'intéresse au domaine des biomédicaments et de la santé du futur. Et puis Defiorcar qui s'intéresse au domaine de l'automobile, des véhicules et de la mobilité.
Donc voilà, comme je le disais tout à l'heure, chaque pôle de compétitivité s'intéresse à un domaine, à une thématique bien précise et fédère différents acteurs, laboratoires de recherche, établissements, entreprises autour de cette thématique pour favoriser des projets de coopération, notamment de R&D, et puis jusqu'à la mise sur le marché. Et après, vous avez reparlé des pôles de compétitivité. Je voulais juste faire un petit laïus aussi sur les clusters régionaux, donc qui sont pas labellisés pôles de compétitivité, mais qui finalement aussi regroupent sur un même territoire des entreprises et des organisations, et qui pour le coup travaillent dans le même secteur d'activité. Et on considère finalement que cette proximité des clusters, cette proximité des acteurs au sein d'un même cluster favorise là aussi le partage de connaissances et les relations entre les acteurs qui servent à la fois à augmenter les opportunités d'affaires entre les acteurs et favoriser la croissance de ces acteurs, et puis favorise aussi l'innovation, à nouveau par le partage de connaissances. Et effectivement, je peux rajouter Novabid dans ton cluster bâtiment bas carbone. Voilà pour les clusters et les pôles de compétitivité. Maintenant, on va s'intéresser à la partie plutôt valorisation et transfert technologique. Alors, ça me paraissait cohérent de vous parler de ça juste après. Vous avez parlé des pôles de compétitivité. L'objectif des acteurs de la valorisation de la recherche et du transfert des technologies, leur rôle, c'est de valoriser les connaissances issues de la recherche en innovation, de valoriser les connaissances de la recherche et les valoriser en innovation pour les entreprises. D'ailleurs, c'est le moment pour moi de vous partager une définition qui permet de mieux comprendre la différence entre la recherche et l'innovation. C'est une définition que j'ai plusieurs fois entendue et que je trouve qu'elle est assez parlante. Finalement, l'objectif de la recherche, c'est de créer de la connaissance grâce à de l'argent. Et l'innovation, c'est plutôt de créer de l'argent avec de la connaissance. Donc voilà, on va passer de la sphère de la recherche vers la sphère de l'innovation grâce aux structures qui appartiennent à cette typologie d'acteurs. Et au sein de ces acteurs, je peux vous parler notamment des SAT, SATT, donc les sociétés d'accélération des transferts de technologie, qui ont été créées. Alors il me semble que c'était au début des années 2000, c'était à l'initiative de Juppé et Rocard, qui avait écrit un rapport qui est à l'origine de ces SAT, et qui avait fait le constat que finalement il y avait en France de l'excellence dans la recherche publique, mais que cette recherche publique n'aboutissait pas assez à des innovations au sein des entreprises. Donc ce qui a été décidé, c'est de créer ces SAT qui ont pour objectif d'identifier des potentiels économiques au sein de travaux de recherche, puis ensuite d'investir dans ces travaux de recherche pour réaliser des preuves de concept, qui vont ensuite être protégés notamment par des brevets, qui vont permettre ensuite à ces SAT de vendre des licences d'utilisation à des entreprises. Donc le rôle de ces SAT, c'est bien de faire le pont entre la recherche et les entreprises. Et d'ailleurs, je l'avais déjà indiqué lors d'un webinaire précédent, on voit que les entreprises qui sont clientes des SAT dégagent davantage de valeur ajoutée que les entreprises qui ont des profils similaires. On estime que les entreprises clientes de SAT arrivent à dégager des valeurs ajoutées supérieures à 17% par rapport à des entreprises au profil similaire. Alors c'est pas moi qui le dis, c'est l'Agence nationale de la recherche qui l'a expliqué dans un rapport. Les autres acteurs de la valorisation de la recherche et du transfert des technologies, ce sont notamment les centres de ressources technologiques. Alors comme sur le territoire, on a par exemple Clarté ou WeNetwork, dont le rôle c'est effectivement de valoriser des éléments de la recherche et puis également de réaliser des prestations technologiques pour les entreprises. Donc ça, c'est ce qu'on appelle Clarté WeNetwork, par exemple, notamment c'est ce qu'on appelle les centres de recherche technologique, donc les CRT. Et à côté de ça, il y a aussi les IRT. Les IRT, c'est les instituts de recherche technologique, qui là ont pour rôle plutôt de piloter des projets de recherche en mêlant la recherche publique et la recherche privée. On peut faire le parallèle avec aussi d'autres instituts comme les instituts Carnot qui ont également pour objectif de rapprocher les acteurs de la recherche publique avec
avec le monde socio-économique. Enfin, alors là, je vous ai parlé des IRT, des CRT et puis des SAT, mais il y a plein d'autres acteurs qui contribuent à la valorisation de la recherche, et notamment les filiales d'universités sur le territoire. Je pense par exemple à Capacité, dont le rôle, c'est effectivement de valoriser les travaux de recherche de l'université et également de pouvoir mettre à disposition aux entreprises des équipements de recherche et puis aussi de réaliser des prestations de conseil auprès de ces entreprises. Et donc finalement, les objectifs auxquels répondent ces acteurs, c'est à la fois d'augmenter les capacités privées en R&D, d'accroître les retombées économiques de la recherche publique, de soutenir le développement des entreprises innovantes, et bien évidemment de développer les projets de coopération entre les acteurs et développer les réseaux. Alors voilà les exemples d'acteurs que j'ai pu citer tout à l'heure. Alors maintenant, on va s'intéresser au financement et aux organismes de financement. Ils ont évidemment un rôle crucial pour soutenir l'innovation. Et en fait, ces organismes de financement interviennent à différentes étapes de la vie de l'entreprise ou de son projet d'innovation. Et les interventions de ces organismes peuvent prendre différentes formes, à la fois des subventions, des incitations fiscales, sous forme du crédit d'impôt recherche par exemple, des prêts à taux zéro, des avances remboursables ou même des interventions en fonds propres. Et donc pour comprendre la logique, pour comprendre l'existence de ces acteurs-là et leur logique d'intervention, pourquoi il y a différentes formes d'intervention qui existent, je parlais des subventions, des incitations fiscales, de l'intervention en fonds propres. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre la notion de risque d'un projet d'innovation. En fait, c'est en fonction de la maturité du projet et donc du niveau de risque du projet qu'on va avoir différentes formes d'intervention de ces organismes de financement. Je vous ai mis un schéma pour vous expliquer ça. Au démarrage d'un projet d'innovation, on considère que le risque est considéré comme important. Ça, c'est lié à différents facteurs. Le fait que il existe par exemple des verrous technologiques qui sont encore à lever, le fait que rien n'a encore été vendu, donc on ne sait pas encore réellement comment le marché va accueillir la nouvelle offre, et on s'aperçoit que plus le projet avance, plus les risques se réduisent, car effectivement, au fur et à mesure, on lève différents freins, on commence à vendre la solution, donc on est en phase d'accélération. Et en parallèle, plus le projet gagne en maturité, plus les besoins en financement sont élevés. Désolé, je tousse un peu ce matin. Je suis allé un peu vite. Donc, voilà ce que ça représente, comme je disais, sous forme de schéma. Donc, au début, les risques sont élevés. On vérifie la viabilité économique ou la faisabilité du projet. Et donc, dans cette phase-là, les organismes de soutien, leur rôle, ça va être de partager le risque avec vous. Le risque est très important, ils vont accepter de prendre une part importante du risque. Et donc c'est pour ça qu'en général, en début de projet, on va plutôt avoir des aides sous forme de subventions, qui peuvent, pour certains, avoir certaines subventions, avoir des taux d'intervention qui sont par exemple de l'ordre de 70%. Et donc vraiment sous forme de subvention. On vous donne de l'argent, on ne vous la prête pas, on vous donne de l'argent pour pouvoir avancer sur votre projet. Et durant cette phase, comme vous êtes encore en train de vérifier la faisabilité de votre projet, on considère que vos besoins de financement sont relativement faibles. Donc les aides financières qui vont vous être proposées correspondent également à des montants plutôt faibles. Pour la suite, donc les risques au fur et à mesure diminuent, comme on l'a dit juste avant, et donc finalement il n'y a plus de nécessité de partager ce risque. Par contre, les besoins en financement augmentent et donc les montants des aides qui sont proposées augmentent également. Et donc les types d'aides vont évoluer. On va passer notamment par des incitations fiscales, comme le crédit d'impôt recherche, qui va permettre de mener des activités de recherche et de développement, mais également des prêts, et puis des aides qui pourraient prendre la forme, par exemple, d'intervention en fonds propres de l'entreprise, voilà, pour booster son développement.
Alors voilà quelques acteurs du financement. Je voulais juste faire un focus sur Solutions Éco, qui est l'agence de développement économique de la région Pays de la Loire, qui accompagne les entreprises notamment sur les aspects financiers, mais pas que, je vais en parler juste après. Donc effectivement, Solutions Éco est membre à part entière de l'écosystème et accompagne les entreprises à différentes étapes de leur vie et de leurs besoins en financement, que ce soit sous la forme de subventions pour vérifier la faisabilité d'un projet ou même plus tard pour soutenir le développement en intervenant sur les fonds propres de l'entreprise. En parallèle de ça, Solutions Éco propose aussi différents services. Par exemple, j'ai vu que Gwenaël s'était connecté tout à l'heure. Solutions Éco propose également du conseil sur les normes et réglementations, notamment, ou sur l'organisation de missions collectives au niveau international, ou sur la recherche de financement même au niveau européen. Un autre acteur important du financement, c'est aussi Bpifrance, qui est bien connu, dont le rôle est aussi d'apporter un soutien financier aux entreprises. Et juste un chiffre pour illustrer ça, en 2020, les aides apportées par Bpifrance, on estime que c'est de l'ordre de quasiment 1,5 milliard d'euros d'aide. Et donc, ce que je souhaitais aussi vous dire sur les soutiens, sur les leviers de financement pour des projets d'innovation, je vais rapidement vous parler aussi du crédit d'impôt recherche que j'ai cité 2 fois jusqu'ici, qui vise à encourager les efforts de recherche et développement des entreprises. Au début de ma présentation, j'ai expliqué que les aides à l'innovation, ça représentait 10 milliards d'euros de soutien pour les entreprises. Et en fait, ce crédit d'impôt recherche représente les 2 tiers de ces 10 milliards. Donc, c'est plus de 6,5 milliards qui sont dédiés au crédit d'impôt recherche pour justement soutenir les activités de R&D. Et donc, ça répond notamment à l'un des objectifs que j'ai pu citer plus tôt, donc d'augmenter les capacités privées en R&D des entreprises. Alors, je vais accélérer parce que je vois que l'heure tourne. Un dernier acteur qui est évidemment très important, c'est les technopoles, dont la Valmain Technopole, qui, pour le coup, eux, contrairement aux pôles de compétitivité, par exemple, qui sont labellisés au niveau national, les technopoles, ne résultent pas d'une volonté de l'État, mais plutôt d'initiatives, de volonté plutôt au niveau local. Et donc ces technopoles peuvent prendre la forme d'associations, de syndicats par exemple, et leur rôle, ça va être d'accompagner des projets d'innovation de manière transversale. Et de manière, de manière individuelle. Les technopoles vont avoir un rôle davantage de proximité, vont pas accompagner dans un domaine précis, une thématique précise, mais peuvent intervenir sur le croisement de plein de domaines. Et effectivement, proximité avec les entreprises, donc sous la forme plutôt d'accompagnement qui peuvent être collectifs, mais en général plutôt individuels. Et donc, ils peuvent accompagner à la fois sur la création d'entreprises innovantes, donc des porteurs de projets, des startups, quand c'est de l'idée, jusqu'à la commercialisation et même plusieurs années après la commercialisation de l'idée. Le rôle des technopoles aussi, ça va être d'accompagner les entreprises déjà établies, les entreprises existantes. Donc, c'est mon rôle, notamment celui de Charlotte aussi, celui de Sandrine, d'accompagner les entreprises déjà établies sur l'émergence de projets d'innovation et sur la mise en œuvre de ces projets d'innovation. Le rôle des technopoles, c'est également d'animer des filières et de créer des synergies entre acteurs, que ce soit entre entreprises, mais également entre entreprises avec également le monde académique. À l'origine, en fait, les technopoles étaient vraiment considérés comme des hubs d'innovation. Alors, je fais juste une parenthèse, c'est important de ne pas confondre les technopoles avec ce qu'on peut voir à l'étranger sur les science parks, notamment je pense aux pays nordiques, où là en fait les science parks, c'est vraiment l'objectif, c'est d'avoir sur un territoire donné une concentration d'acteurs, d'entreprises qui innovent, pour lesquelles l'innovation est dans leur ADN.
en France, c'est différent. Les technopoles, évidemment, il y a un lieu aussi qui rassemble différents acteurs, mais c'est pas que ça. C'est vraiment faire de l'accompagnement à toutes les étapes de la vie de l'entreprise, de l'accompagnement individuel, peu importe le secteur d'activité, peu importe le domaine adressé, faire de l'animation de filière et créer cette synergie entre acteurs. Et donc finalement, les technopoles ont pour mission de répondre à l'ensemble des objectifs que j'ai pu citer plus tôt. Augmenter les capacités privées en R&D, c'est notamment ce qu'on fait à LMT. L'une des illustrations, c'est le fait qu'on a pour rôle notamment de promouvoir le crédit d'impôt recherche auprès des entreprises, accroître les retombées économiques de la recherche publique. On favorise aussi des liens entre les entreprises et les organismes de recherche. Promouvoir l'entrepreneuriat innovant, c'est ce qu'on fait à travers notre incubateur, notre accélérateur, mais également à travers l'accompagnement de projets étudiants via les Entrep par exemple. Soutenir le développement des entreprises innovantes, j'en ai déjà parlé, et puis développer les projets de coopération, c'est finalement animer ces filières et créer des synergies entre les acteurs. Donc voilà pour les technopoles. Alors juste aussi une autre parenthèse, c'est que d'un territoire à l'autre, les missions des technopoles peuvent varier, simplement parce que, comme je disais plus tôt, ces technopoles naissent en général de volonté de volonté locale, et donc les missions qui sont liées aux technopoles peuvent évoluer d'une région à l'autre. Mais si on regarde la région Pays de la Loire, globalement, l'ensemble des technopoles a à peu près les mêmes missions pour répondre aux objectifs que j'ai déjà cités. Donc voilà pour les technopoles. Si Charlotte ou Sandrine voulait préciser des choses, n'hésitez pas à le faire dans le chat directement tout à l'heure à l'oral. Ce que je n'ai pas encore précisé dans cette présentation, c'est évidemment qu'il existe beaucoup d'autres acteurs qui contribuent fortement au développement économique des entreprises et des territoires. Je n'aurais pas forcément parlé ce matin de l'ensemble de ces acteurs-là, car, comme je le disais plus tôt, leur activité n'a pas forcément une coloration uniquement dédiée à l'innovation, même si leur activité favorise forcément l'innovation. Je pense par exemple aux organismes consulaires qui ont pour rôle, au-delà de la partie formation, mais aussi d'accompagner les entreprises sur toutes les étapes de leur vie, de la création jusqu'à la vente de l'entreprise. Je pense également aux entreprises qui accompagnent l'entrepreneuriat, comme Co-Démarrage par exemple, sur notre territoire, ou aussi aux services économiques des collectivités territoriales, des communautés de communes notamment, qui ont un rôle déterminant sur la partie foncier, sur la partie emploi, qui forcément favorise l'innovation. Et puis je pense également à l'ensemble des réseaux qui favorisent la coopération entre acteurs, comme le réseau Entreprendre par exemple, ou Bouge ta boîte, ou encore les coopérations professionnelles qui favorisent aussi les échanges entre différents acteurs. Donc voilà pour cette présentation sur l'écosystème de l'innovation. On pourra le préciser si vous voulez lors d'un autre webinaire ou lors du temps d'échange qu'on va démarrer maintenant, mais évidemment les missions des différents acteurs et puis les typologies d'acteurs qui existent au sein de cet écosystème de l'innovation, et notamment au Pays de la Loire, sert évidemment les objectifs qui ont été déterminés notamment par la région, pour soutenir notamment certains domaines qui sont moteurs au niveau régional, pour lesquels la région dispose d'avantages compétitifs. Ces domaines, c'est notamment l'économie maritime, les énergies de demain, les thérapies de demain et la santé, les technologies avancées de production, etc. Mais l'objectif, c'est pas de soutenir les 7 domaines identifiés par la région, mais aussi de soutenir l'ensemble des filières économiques du territoire, voilà, puisqu'on considère que effectivement on a des domaines moteurs sur le territoire, mais que finalement la vitalité de l'ensemble des filières sert aussi à contribuer au développement de la région et à faire émerger des grands projets collectifs. Voilà.
Donc voilà pour ma présentation. Si vous le souhaitez, on peut passer à une phase plutôt de questions-réponses, si vous en avez. J'espère en tout cas que c'était clair. Si vous pensez aussi à d'autres typologies d'acteurs ou d'autres acteurs que j'ai pas cités, n'hésitez pas à le partager dans le chat. Merci beaucoup Stéphane. En effet, c'est le moment des questions et des échanges si vous le souhaitez. En attendant les premières questions, je me permets de vous partager un petit questionnaire de satisfaction que je vous remercie de compléter. Ça nous permettra de toujours vous proposer des événements les plus intéressants possibles pour vous. Voilà, merci beaucoup pour la complétion du questionnaire. Alors, on a beaucoup de retours positifs sur ton intervention, Stéphane. Beaucoup de remerciements pour ta présentation claire. J'ai eu une petite question en privé qui était les différents incubateurs qui ont été cités dans ta présentation. Est-ce qu'il y en a qui interviennent dans d'autres pays? Je pense que c'est surtout la question un peu les missions et puis les territoires qui sont. Est-ce que tu as. Qui interviennent dans d'autres pays, tu dis? Ouais, voilà. Donc, je crois que c'est quelqu'un du Maghreb qui intervient, qui posait cette question. Donc là, ceux que tu as cités sont plutôt territorialisés en France. Ouais, en D'accord. fait, comme je disais, il y a différentes typologies d'incubateurs qui existent. Et donc, notamment les incubateurs qui dépendent de collectivités territoriales ou des incubateurs publics, leur rôle, c'est d'accompagner les entreprises sur un territoire. Alors évidemment, ils peuvent accueillir des entreprises qui viennent d'autres territoires sur leur territoire pour accompagner leurs projets. Je sais qu'à la Technopole, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement, d'accueillir des porteurs de projets qui viennent d'autres régions, voire d'autres pays. Par contre, évidemment, ce qu'on leur demande, c'est de venir sur un territoire, puisque nous, l'un de nos objectifs, c'est aussi de servir le développement économique de la Mayenne. Après, au niveau des incubateurs privés, pour le coup, qui ont un autre modèle, là, c'est possible qu'effectivement, ils puissent accompagner des projets qui sont basés dans d'autres pays. Merci. Alors, on a un petit complément de la part de Jean-Christophe qui travaille à la DREETS des Pays de la Loire, comme quoi il y a un programme qui s'appelle France 2030 qui comprend 54 milliards d'euros sur 5 ans pour financer l'innovation de rupture et faire émerger des nouveaux jeunes acteurs à fort potentiel. Donc c'est pareil, n'hésitez pas à vous rapprocher des différents services pour ce genre d'informations. Ouais, effectivement, c'est ce que je voulais indiquer là, dans ma roue, justement, quand je parle des services de l'État, c'est qu'effectivement, il y a ces actions-là aussi d'appel à projet, notamment de la part de l'État pour contribuer très fortement à l'innovation. Et je fais juste une parenthèse, puisque je vois que sur ma roue, il y a également l'INPI qui est indiqué. Donc l'INPI est également un acteur indispensable à l'innovation aujourd'hui, puisque c'est cet organisme qui va vous accompagner sur la protection de votre innovation, notamment en termes de brevets, par exemple. Et donc là aussi, c'est un service de l'État dédié à l'innovation. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres petites questions là qui étaient sur le point de sortir, donc des petites demandes de clarification ou même vous des remarques que vous auriez à nous partager sur cette thématique de l'écosystème de l'innovation? Quoi qu'il arrive, si vous avez, j'ai essayé de vous apporter un peu plus de clarté sur les différents acteurs. Évidemment, si vous avez le moins de besoin, on se tient à votre disposition pour vous accompagner ou pour vous fléchir vers le bon acteur. Il y a aussi des sites qui sont dédiés, notamment mez.fr, ou le site de la région Pays de la Loire aussi, qui est très bien fait, qui présente les différentes typologies d'acteurs et qui vous permet aussi de vous orienter vers les différents acteurs. Donc voilà, n'hésitez pas à consulter ces ressources-là ou à prendre directement contact avec nous. Alors, on a une petite question très challengeante, Stéphane, de Solène de l'entreprise Vilo. Quels sont les meilleurs conseils pour rentrer dans des appels à projets?
Bah, tout dépend de l'appel à projet, j'ai envie de dire. Donc là, pour le coup, on peut en discuter directement en fonction de l'appel à projet. En fonction de l'appel à projet, ce qu'il faut, c'est évidemment aussi avoir une ouverture de l'entreprise vers l'extérieur. Mais je sais que vous le faites très bien au sein de Vilo, qui est évidemment un prérequis aussi pour répondre à ces appels à projet. Et c'est pas une question, j'aurais envie de compléter, c'est sur la partie un peu déjà critères d'éligibilité, montrer quand il y a des critères d'éligibilité dans le cahier des charges, bien montrer, trouver les arguments pour montrer que l'entreprise et ou le projet rentre bien dedans, trouver des arguments, Ouais. un peu s'adapter aussi au vocabulaire qui est utilisé dans l'AAP, ça permet de montrer qu'on a bien compris et qu'on est dans les clous. Mm. Puis effectivement, comme précise Jean-Luc, je reviens juste sur l'INPI. L'INPI propose également des aides financières pour une prestation de conseil en propriété industrielle. Et puis je vois que dans le chat, Muriel Labesse vous donne un site internet que vous pouvez consulter, qui vous donne beaucoup de ressources d'informations sur les aides qui existent et sur les acteurs qui peuvent vous accompagner. Très bien. Merci beaucoup Stéphane pour cette présentation. Je me joins aux remerciements de nos participants. Merci beaucoup pour cette présentation claire et visuelle de l'écosystème de l'innovation. Avant de nous quitter, je vous rappelle qu'il y a ce petit questionnaire de satisfaction à remplir. Ça nous aiderait beaucoup que vous puissiez nous apporter vos retours. Et puis, comme je le disais en introduction, les matinées webinaires de l'innovation sont des événements mensuels et nous nous retrouverons pour la prochaine date, qui sera une date en présentiel pour une matinée de l'innovation qui aura lieu le mardi 14 février. Et là, on parlera d'un outil, le Business Model Canvas, et je vais vous proposer un atelier pour utiliser cet outil pour réinventer votre entreprise. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous inscrire dès aujourd'hui à cette matinée qui aura lieu dans nos locaux. Sinon, d'ici là, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne continuation et je vous dis à bientôt.